sur les traces du nucléaire perdu au cœur du Kazakhstan. Dans une zone tenue secrète pendant des décennies, effacée des cartes par l'URSS. Ici, l'avenir du monde s'est joué sans que personne ne le sache. Direction le polygone. C'est l'endroit qui a connu le plus de bombardements nucléaires au monde. Entre ces vestiges, mais aussi les témoignages de survivants, vous allez comprendre ce que l'atome laisse vraiment derrière lui. Alors que les menaces nucléaires refont surface aux quatre coins du globe, j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires. Pourquoi le pays qui a le plus souffert du nucléaire est aussi celui qui y a totalement renoncé? Quel secret cache cette histoire plus présente que jamais? La dissuasion de la bombe atomique repose sur une idée simple. Personne n'osera jamais appuyer sur le bouton. Mais ici, on l'a appuyé 456 fois. Là, je suis au sommet du cratère, c'est vraiment immense. On a l'impression en fait que c'est un volcan. On est en plein brouillard. Là, c'est vraiment flippant. Dans 48 heures, je serai ici. Un lac créé par une explosion nucléaire encore radioactif. Mais avant d'y entrer, il faut comprendre ce lieu. Voici mon plan. Nous allons explorer tous les recoins de Semipalatinsk, la ville fantôme du KGB qui n'existait sur aucune carte, des territoires militaires abandonnés, encore pillés aujourd'hui, mais aussi rencontrer les victimes oubliées des essais nucléaires dans les villages. Et nous irons voir le lac créé par une explosion nucléaire, un territoire encore radioactif où notre temps sera limité. Mon objectif, c'est de mettre en lumière les mystères du polygone. C'est un sujet qui me tient à cœur actuellement, à la vue de tout ce qui se passe dans le monde. Ça m'a toujours paru loin, mais aujourd'hui, la guerre nucléaire, ça nous concerne. J'ai une question pour l'avenir. Pourquoi le pays qui a le plus souffert du nucléaire est aussi celui qui y a totalement renoncé? Et puis, concernant le nucléaire, c'est toujours des vidéos d'archives, des débats géopolitiques abstraits, des chiffres. On va plutôt aller là où personne ne va. Voir ce que ça fait vraiment aux gens. Et ça, même 70 ans après. Loin des grands discours de présidents, dans l'exploration, la recherche et les rencontres. La gare, elle est déserte. Il n'y a pas un pélo sur le cul à part nous, il n'y a personne. Ok, on va choper notre train. Donc là, direction Semey. Semipalatinsk. Semipalatinsk. Il est tout beau ce train. Wow. Ah oui, il y en a deux. Notre petit wagon. Bien évidemment, je suis avec Charles. Bonjour, bienvenue notre matos pour littéralement la moitié de la pièce. Là, on est très équipé en termes de matos. On s'installe un peu. On va être On bien. va être bien, ouais. Oh, c'est douillet, hein. On commence cette aventure avec un petit moment sympa. Il y a quand même 15 heures de train. 15 heures. 15 heures. Wow. Ouais. Tu veux aller en haut ou en bas? Moi j'imagine que je vais en haut. Non, toi t'es peut-être un mec qui préfère en haut, toi. Moi, j'aime bien en haut. Ouais, je te laisse en haut. Bah, de toute façon, si tu montes en haut, tu vas tomber. Bon, là, on est parti pour 15 heures de train. On va voir ce que vaut le train kazakh. Vous savez que j'adore ça. Train de nuit. Ici, il faut savoir qu'on est en première classe. C'est quand même petit, hein. Mais comme on a tout notre matériel, on va vous montrer. Là, on est quand même bien équipé parce qu'on va vraiment faire de belles images. On vous montre ça juste après. Il faut, je pense, insister, mais on fait quand même, on part de la capitale, on va vraiment dans les confins du pays, quoi. Genre, on fait 15 heures de train pour s'enfoncer là où on va loin. Faut savoir que c'est un pays qui est immense. Ça, c'est bon ça. Restaurant. Ah. Il y a carrément un restaurant, des cuisines, des cuistots et tout, c'est ouf. On va être trop bien.
Bon, clairement, depuis le début, notre caméra dérange, donc on va rester dans la chambre parce que on n'est vraiment pas les bienvenus. Je sais pas si c'est le fait d'être dans ce territoire avec une cam, et puis en tout cas, on est aussi dans un train, donc on va pas les déranger. Mais j'ai rarement vécu ça. Genre vraiment, c'est la première fois, je pense. Tous les regards, c'est paf, caméra. C'est fusillé, je me suis fait fusiller du regard. C'est ok, mais c'est surprenant. Parce que d'habitude, quand on voyage, quand on rencontre d'autres gens, c'est toujours assez cool et on peut faire des rencontres. Là, il y a pas moyen, c'est impossible. On nous a empêché de filmer sur les quais, de filmer les trains, on pouvait pas. Donc ça va vraiment être compliqué. En tout cas, j'espère que dans le polygone, on va vraiment réussir à s'infiltrer dans des zones sans être, entre guillemets, trop chassé du regard. Mais bon, je vais pas vous mentir, on s'en doutait un peu. Au Kazakhstan, c'est assez compliqué. C'est pourquoi, pour la première fois, on a une carte presse. Alors, C'est un grand moment. parce que on en a fait des voyages, mais c'est quand même la première fois que c'est aussi compliqué. C'est le 20e voyage ensemble. C'est le 20e voyage et c'est la première fois qu'on a une carte presse. Puisque là, on va vraiment être dans la documentation, on va passer des interviews. La légalité. Et on n'a vraiment pas le choix. Oh waouh, on a des doubles. Oh, les têtes de prisonniers. Là, je sors de prison. Là, c'est de toute beauté, hein. Et ça, c'est quand même stylé. Là, on est sur quelque chose de très sérieux. Pour ce type de production, on a un matériel vraiment spécifique. Attention, on va en revendre pour seulement 1 euro. Tout ça, on l'a appris au fil des années avec notre expérience qui est désormais disponible dans la formation au montage vidéo. On a travaillé pendant 2 ans sur ce projet. Moi, j'ai aidé Cyril sur un peu toute l'expertise et apporté aussi sur quelques modules. Et on vous dévoile un petit peu tout ce qu'on a appris sur le terrain. On a un nouveau contenu additionnel dans la formation au montage vidéo qui concerne la création de contenu sur YouTube. Et là, on va bientôt dépasser les 1000 apprenants avec un certificat de compétences reconnu par l'État à la fin. Ça, c'est la classe. 95% de taux de satisfaction et 4,8 sur 5 sur mon compte formation. Notre organisme de formation étant certifié Calliope, ça nous permet d'accéder à des financements pour la formation professionnelle tels que celui des OPCO, le CPF et France Travail. Concrètement, votre formation peut être prise en charge jusqu'à 100%. Tout est dispo sur le site La Porte Academy. Et on a 2 nouvelles formations qui arrivent, dont une de Charles. Ouais, c'est le teasing là, vraiment. On n'a rien trouvé de mieux que de vous en parler ici dans la Dans un cabine vrai de vente de train. Le seul moment un peu chill. C'est vrai. Ça va vraiment être un gros morceau. C'est ton plus gros projet de ce genre en soi. Ça fait partie des plus gros projets. En tout cas, vraiment là, on essaye vraiment de step up en termes de prod. Et c'était l'occasion de parler aussi de La Porte Academy. Et c'est aussi grâce à Vinted qui sponsorise cette vidéo. Je vais vous proposer du matériel vidéo à 1 euro, ce que j'ai en trop là avec ce projet. Vinted, c'est une app qui te permet de vendre ou d'acheter des articles de seconde main. Donc là, j'ai des trucs qui servent, comme mes GoPro, objectifs aussi, des micros, et il y aura même une caméra. Et j'ai bientôt 100 000 abonnés sur Vinted. Et c'est pour ça aussi que je propose souvent des ventes à 1 euro de malade. Alors foncez pour vous abonner et ne rien rater. Il va y avoir un compte à rebours pour la prochaine vente. Vous aussi, vous pouvez donner une deuxième vie à vos accessoires, à votre matériel vidéo, même gaming, les consoles, les manettes, les jeux, forcément aussi les vêtements. C'est simple, rapide et surtout c'est sans frais pour les vendeurs. La vente aura lieu dans quelques jours à 18h. Foncez via le lien dans la description. Au dodo. Un dodo. Et après, ça part. La nuit fut rude, très rude. Vous savez, vraiment, un train de nuit, c'est calme, c'est doux, ça te emporte dans une mélodie. Ici, On a été ballonnés, ballottés. Donc là, on rentre un peu plus dans les steppes kazakhs. C'est vraiment magnifique, il n'y a rien à perte d'horizon. Bon, on va se faire un petit plat gastro. le rolleton. Alors, ça, c'est la viande sur le packaging. Et ça, c'est la viande, c'est dans les faits. C'est les petites boules là. Ça va être nourrissant, ça. Oh! Là-dedans, Je m'attendais pas autant de qualité. La forêt autour de nous commence à disparaître. On approche de notre premier objectif, Semey. Bienvenue à Semey, ou plutôt Semipalatinsk. On est sur la plus grande ville proche du polygone. Alors ça paraît pas comme ça, mais il y a beaucoup de vie, il y a des restaurants partout, et là on est vraiment sur une ville plutôt basique au Kazakhstan. Bon, on est dans un quartier où il y a beaucoup de travaux, tout ne ressemble pas à ça, heureusement. Là on a une maison plutôt typique, un peu à la russe, tu vois, en bois comme ça, c'est très joli. Bon, c'est vraiment une ancienne, il n'y en a plus trop, j'ai l'impression. Et notre hôtel, regardez, c'est le plus stylé de Semey. On va être bien. Semey, c'est un peu une ville comme les autres ici. Pourtant, l'arme nucléaire a été utilisée 456 fois à moins de 100 km.
près d'1,5 million de personnes ont été exposées aux retombées. Des traces présentes jusqu'au monument que l'on verra plus tard. Pour comprendre ce que cette ville a vécu, il faut sortir d'ici. Ça y est, on est en direction du polygone. Donc là, on traverse vraiment les terres kazakhs et il n'y a rien aux alentours. C'est vraiment tout droit, il n'y a qu'une seule route. Au loin, à plus de 150 km, se trouve le polygone. Ça fait un petit peu peur quand même. Hein. On va peut-être on va peut-être prendre quelques millisieverts dans la... Bah en fait non, tu sais c'est quoi le pire, c'est que j'ai pas peur, mais c'est bête de ma part parce que c'est un truc invisible. Donc tu peux pas je vais pas m'effondrer comme ça. On se parlera de nos cancers dans 50 ans, mais on ne le saura pas avant, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu dangereux. On va mettre nos belles tenues, on va être beau comme des camions, je pense. Ça va être, on va se protéger. On entre enfin dans le polygone. Malgré le contexte post-apocalyptique, la radioactivité encore mesurable, la route est magnifique. Les steppes s'étendent à perte de vue, le ciel est immense, le silence est pour moi presque apaisant. Rien, ici, ne laisse deviner ce qui s'est vraiment passé. L'ambiance est vraiment dingue. Regardez ici, il y a un petit abri de bus. La vie a repris son cours. On voit pas très bien, mais là-bas, il y a un tout petit village. Donc ça fait partie de ces nombreux villages qui, un beau matin, se réveillaient et voyaient au loin un champignon atomique, un flash énorme. Plus d'1,6 million personnes qui auraient été touchées par les radiations des essais nucléaires. C'est absolument dingue. Et c'est assez incroyable d'être ici quand même au beau milieu du Kazakhstan. Je pense pas qu'il y a 50 ans, ils se sont dit que peut-être il y a des gens ici qui viendraient mener une petite enquête. Давай! What's your name? My name is Talgat. Targat. Ça, c'est notre chauffeur Targat. C'est lui qui nous emmène au polygone. Alors il faut savoir que derrière moi, il y a encore des zones complètement interdites. Il y a aussi des secrets nationaux qui sont gardés puisqu'il y a des niveaux de radiation qui n'ont jamais été communiqués. Donc on n'aura pas encore accès à tout. En tout cas, on va essayer de s'introduire le plus possible dans le polygone. Mais il y a encore pas mal de secrets visiblement. Et notamment avec les différents Kazakhs, c'est difficile de parler de certains sujets. Il y aurait encore des gardes, des sécurités un petit peu cachées. On va voir un petit peu tout ça. Je suis parti à la rencontre des gens qui ont vu les explosions de près. J'ai rendez-vous au milieu des steppes, dans un petit village. Ici vit un ancien collaborateur de l'URSS. Советский Союз, это же тоже большая держава была. Мы знали, что это безопасность нашей Родины. В Советский Союз входило 15 государств. Сейчас каждое суверенное государство свое стало. В плане безопасности, конечно, мы еще слабоваты. Я так считаю. Ну, мы тоже должны свои государства защищать, правильно? Работал на ядерных испытаниях, и там работал на ядерных испытаниях проходчиком. Мы пробивали штольни, готовили штольни для взрывов. Мы тогда особо сильно не понимали. Ну, понимали, что есть радиация, но дозиметристы с нами работали, и остальное не наше дело было. Мы все, подготовительную работу все делали, и все. Did you see colleagues or friends being sick because of radiation on the working sites? Такого почти не было, потому что это все контролировалось дозиметристами. И нам давали, допустим, на какой-то штольне работать 2 часа, на какой-то штольне 40 минут, 45 минут. На какой-то штольне можно было целый день работать. Мы подписывали о неразглашении, мы не говорили, где мы работаем даже. Это даже сам Чиган был секретный, а здесь тем более Курчатов был очень секретный город. Le cœur du secret, c'est Kurchatov. Pendant des décennies, cette ville n'existait sur aucune carte. Mais aujourd'hui, on la révèle au grand jour.
Fondée en 1947, elle était entièrement dédiée au programme nucléaire soviétique. Son nom officiel, c'était pas Kurchatov, c'était un code, Moscou 400. Pour y entrer, il ne suffisait pas d'avoir un billet de train, il fallait une autorisation militaire. Et souvent, les habitants eux-mêmes ne savaient pas exactement où ils vivaient. Tout ici était secret. Les recherches, les essais, les explosions. Nous sommes dans l'un des centres névralgiques de la guerre froide. On est devant l'un des plus anciens symboles du passé secret et aussi militarisé de Kurchatov, le centre du KGB. Bon là c'est complètement en ruine, mais il faut savoir que tout ça, même la ville entière, était encore secrète jusqu'en 1990. Elle apparaissait sur aucune carte. C'est ici qu'on pouvait retrouver tous les militaires, tous les agents en mission de contre-espionnage sur les sujets du nucléaire. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il avait sauté la rambarde et qu'il allait me bouffer. Bon, les chiens kazakhs, moi je les teste pas. Moi je les teste pas. Oh waouh, l'entrée. Ah, il y a encore les emblèmes et tout de l'URSS. C'est incroyable, hein, c'est énorme quand même. Tout en discrétion, tout en subtilité. Et c'est fou. Dis-toi que vraiment ça, il y avait genre nulle part sur aucune carte, c'était complètement secret. Toute la ville. C'est fou. C'est parti. Un urbex du KGB quoi. Il n'y a plus rien. Ah ouais, là c'est abandonné, abandonné. On est quand même dans les ruines d'un bâtiment qui a été abandonné dans les années 90. Il a dû être démantelé. Récupération du fer, des métaux. J'ose même pas imaginer tout ce qui s'est passé dans ces bureaux. C'était quand même immense, il y avait vraiment du monde. Donc tous les militaires, tous les agents passaient leur journée ici. Ils dormaient même aux alentours dans des tentes. Et tout ça dans le plus grand des secrets. Dans ces bureaux, pendant des décennies, le programme nucléaire soviétique était protégé par le secret le plus absolu. Les essais, les résultats scientifiques, mais aussi leurs conséquences. Au fil des années, les médecins de la région ont commencé à observer des phénomènes inquiétants. Une augmentation de cancers, de maladies chroniques, mais aussi des malformations congénitales chez les enfants nés dans les zones contaminées. Certaines études ont montré une hausse significative des mutations génétiques dans l'ADN des populations exposées, parfois même transmises aux générations suivantes. Dans certains villages proches du site, dans les années 1990, près d'un enfant sur deux présentait des problèmes de santé à la naissance. Pour beaucoup d'habitants, cette région est devenue malgré elle un immense laboratoire humain. Le terme « mutant » du polygone a commencé à être utilisé. C'est dans ce contexte que des histoires comme celle de Beric apparaissent. Né près du polygone, il fait partie de ces générations qui ont grandi avec les conséquences invisibles des essais nucléaires. Au fil du temps, il perd progressivement la vue et développe plusieurs troubles physiques liés à des anomalies congénitales. Mais à l'époque soviétique, il était interdit d'établir un lien avec les radiations. Les médecins ne pouvaient pas mentionner l'exposition nucléaire dans leur diagnostic. Après la chute de l'Union soviétique, le silence commence à se fissurer. Des médecins prennent la parole, des chercheurs ouvrent leurs archives, et les habitants des villages autour du polygone commencent à raconter ce qu'ils ont vécu. Et en fin de vidéo, je vais rencontrer l'un des symboles de cette tragédie. Un homme né sans bras à cause des radiations qui peint aujourd'hui avec sa bouche pour raconter ce que l'atome a laissé derrière lui. Désormais, certaines victimes possèdent ce que l'on appelle un passeport d'irradié. Un document officiel qui reconnaît leur exposition aux radiations et les maladies qui peuvent en découler. À Semey, dans l'institut médical de la ville, certaines preuves sont conservées dans des bocaux. Des fœtus présentant de graves malformations, étudiés par les médecins pendant des années. Les images sont choquantes, je les garderai floutées. Mais ce sont les traces d'une histoire longtemps étouffée. Petit à petit, la vérité sort du silence, et avec elle, la reconnaissance que cette région n'a pas seulement été un site d'essai nucléaire, mais aussi l'un des témoignages humains les plus marquants des conséquences de l'atome. C'était vraiment une autre époque, hein. Je pense pas qu'aujourd'hui ce serait possible, en tout cas ça doit être beaucoup plus compliqué. Alors il y a des sacrés trous, waouh. Il n'y a plus grand chose. Là, ça va être dur de trouver des preuves. Oh, regardez. Quand même trouver des preuves. Une vieille douille là, toute rouillée. Ça a l'air d'être un petit calibre hein, quand même. Bon là on a vraiment tout le sol qui est pourri. Il nous reste que des petits passages donc on va pas pouvoir tout explorer. Mais là normalement ça passe. Ah oui, là
Mais ça va s'écrouler un jour ou l'autre, tout ça. Et là, on a une belle vue sur la rivière qui mène au lac atomique. Quand tout le monde est parti, quand c'était la fin de ses recherches, de ses missions, il faut savoir que 80% de la population est partie. Forcément, avec le KGB, il y avait beaucoup d'armes. Une bonne partie a été démantelée, récupérée, mais mine de rien, une petite partie est quand même restée. Et d'ailleurs, les gens qui sont restés ici, pour eux, c'était vraiment normal en fait. On avait des enfants qui pouvaient jouer avec des AK-47, des RPG, et vraiment, ils considéraient ça un peu comme des jouets. On n'a pas eu les mêmes. Moi, j'avais des toupies Beyblade, des cartes Pokémon, la PlayStation. Kourtchatov était une vraie ville. Il y avait des écoles, un hôpital, une mairie. Mais ici, tout le monde travaillait pour le programme nucléaire. Et surtout, tout le monde était surveillé. Bon là, comme ça fait vraiment Ghost Town. C'est vraiment à l'ancienne. Enfin, en fait, il y a un mélange de bâtiments abandonnés et d'habitations. C'est assez ouf. On est un petit peu hors du temps. C'est pavé, puis plus pavé. Années 70, tu dis? Moi, je dirais 70, ça fait ça un peu. Je suis au beau milieu de la place de Kourtchatov. Derrière moi, la statue du fameux Kourtchatov, le créateur de la bombe nucléaire russe. C'est assez dingue, il n'y a vraiment personne. Là, on est sur un truc exclusif. À côté de moi, il y a la mairie, toute jolie, dans le beau style russe. La salle des fêtes, c'est tellement calme, on n'imagine pas tout ce qui s'est passé ici, tous ces secrets qui ont été accumulés. On va visiter différents lieux très importants pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé ici. Je peux voir là sur la plaque que Kourtchatov est mort en 1960, ce qui fait une mort relativement tôt quand même. C'est quelqu'un qui a travaillé vraiment toute sa vie et qui est mort par les radiations. En fait, il a été trop exposé. C'est assez dingue, je sais pas pour vous, moi je connaissais pas trop toutes ces histoires. À la base, je connaissais forcément un peu plus Oppenheimer, on a vu un film d'ailleurs dessus. C'est assez ouf de pouvoir voir tout ça et en apprendre un peu plus, c'est incroyable. Il y a un petit chat, il faut lui donner un petit nom. Kourtchatov. Kourtchat, c'est diminutif. Il est tout beau et lui ne se doute pas de tout ce qui s'est passé ici. Il mène sa petite vie, tranquille. Même un petit chien, il est tout gentil. Bon pépère. J'adore les chiens comme ça, genre il est vraiment costaud, mais il est tout doux. Ouah, la statue. Vraiment, j'adore le style soviétique. Dans ces anciennes statues, les anciens monuments comme ça. Le Kazakhstan n'a jamais été un champ de bataille. Et pourtant, il a été un champ de sacrifice. La Seconde Guerre mondiale est ici appelée la Grande Guerre patriotique. Pour le Kazakhstan, elle n'a jamais été un choix. Plus d'1 million de Kazakhs ont été envoyés au front par l'Union soviétique. Beaucoup de force, peu de retour. Plus de 600 000 sont morts. Après la guerre, on a érigé des monuments, distribué quelques médailles et désigné des héros. Plus tard, cette terre a servi à tester l'arme nucléaire. C'est tout le poids d'un empire qui s'est écrasé sur ces steppes, loin des regards du monde. Igor Kourtchatov est souvent présenté comme l'un des pères de la bombe atomique soviétique. Pour lui, l'atome n'était pas une arme par nature. Il pensait que le nucléaire pouvait servir à produire de l'électricité, à faire avancer la science, à améliorer la vie. Mais bon, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le monde d'aujourd'hui ressemble étrangement à celui d'hier. Les armes, elles n'ont jamais disparu. Plusieurs milliers d'ogives nucléaires existent sur la planète. Les tensions entre puissances reviennent. Les menaces réapparaissent dans les discours politiques. Et le mot explosion nucléaire, bombe nucléaire, qu'on croyait appartenir au livre d'histoire, refait lentement surface. Alors, est-ce qu'on a vraiment appris des lieux comme celui-ci? Ou est-ce qu'on a simplement appris à vivre avec le risque depuis tout ce temps? Parce que Kourtchatov nous rappelle une chose simple. Les plus grandes inventions humaines ne sont jamais dangereuses par elles-mêmes. Ce qu'il est, c'est ce que nous décidons d'en faire. Après la chute de l'Union soviétique, le Kazakhstan s'est retrouvé face à une situation unique dans l'histoire moderne. Sur son territoire se trouvait le 4e plus grand arsenal nucléaire du monde. Des centaines d'ogives, des missiles capables d'atteindre n'importe quel continent. Le jeune pays aurait pu devenir une puissance nucléaire, un symbole de force, une garantie de sécurité dans un monde incertain. Mais il a fait un choix radical. En 1991, le Kazakhstan ferme définitivement le polygone de Semipalatinsk. Puis, en quelques années,
il renonce volontairement à toutes ses armes nucléaires. Terminé. Les ogives sont démantelées, les missiles retirés, le pays devient une zone sans armes nucléaires. Un choix presque impensable à l'époque. Mais parce qu'ici, personne ne voyait vraiment la bombe comme une protection. C'est le cas dans le reste du monde, mais dans le polygone, c'est une cicatrice. Le Kazakhstan a transformé son héritage le plus dangereux en message pour le monde. La sécurité ne vient pas toujours de la puissance, parfois elle vient du courage de renoncer. Dans un siècle marqué par la peur nucléaire, ce pays a choisi une autre voie, celui de prouver qu'un avenir peut aussi se construire sans menace permanente. Et peut-être que le véritable héritage de cette ville, c'est pas la bombe, mais l'avertissement qu'elle laisse derrière elle, un avertissement toujours adressé au présent. Il est temps de manger et je suis même invité à un repas local. Oh waouh, c'est beau. Si c'est de la langue, je peux pas. Léger. Je peux pas. Non, psychologiquement, je... Avec des oignons, non, c'est du bœuf, ça. Значит, я в Курчатове живу 48 лет здесь. Значит, я когда был еще маленьким, это было, ну, я уже в таком возрасте был, уже соображал, уже видел. Значит, к нам, значит, в деревню всегда выезжали военные, и, значит, мы все село выводили за деревню, значит, там были овраги, вот это углубление было, овраги, вот туда мы все туда заходили все. И вот когда мы были маленькие, нас одеялом накрывает, но мы из-под одеяла выглядываем наверх, и, значит, мы видели вот. Сначала поднимается такое, понимаете, небо становится такое, туча, темно становится все, понимаете, ветер такой, понимаете, прям там аж ветер. И потом уже, когда идет яркая вспышка, а потом уже после яркой вспышки появляется вот этот гриб, который вы... Это нам никто не говорил, что мы даже не знали, что это такие испытания, просто мы что такое не знали, потому что сначала же даже диагноз рак не ставили, понимаете, первое время, когда этого там, ну, вирусные заболевания, когда вот именно люди стали заболевать, а потом уже все-таки, когда уже полигон закрылся, уже стали ставить диагноз рак. Рак, конечно, заболеваний очень много. Даже у меня вот мои родители, у меня и папа, и мама, понимаете, тоже заражение раком было. Уже все знали, что именно это последствия ядерных испытаний. И до сих пор, понимаете, отголоски до сих пор идут, понимаете. On s'enfonce maintenant encore plus loin dans le polygone, dans les vestiges militaires soviétiques. Des bunkers de commandement, des installations enterrées, des infrastructures conçues pour résister à une frappe nucléaire. C'est depuis ce genre de lieu que la riposte devait être coordonnée. Tout était pensé pour un scénario précis, la guerre nucléaire. Tout était opérationnel. C'est le vestige d'un monde prêt à appuyer sur le bouton, tourné vers l'extérieur, vers l'Europe. In total, in this polygon, there was 456 nuclear blasts. 105 were above the ground, and majority, all rest were underground. This is one of the places where underground blasts took place. The minimum depth was 800 meters, and the maximum more than 1.2 kilometers. Oh waouh. C'est quoi ça? Ok, donc là on est face à un des derniers vestiges des laboratoires atomiques dans le territoire. Et du coup face à nous c'est tout ce qui reste d'un ascenseur, puisque tout est souterrain. Pourquoi il y a un immense trou comme ça? Tout simplement parce que tout a été récupéré par les habitants des environs pour être vendu, que ce soit le métal, les différentes pièces. Là il reste plus grand chose. Mais c'est dingue de se dire, sur l'ensemble de ces territoires, il y avait des laboratoires secrets, des silos de lancement, centres de commande, etc. C'est juste délirant. Il doit certainement en avoir encore plein d'actifs dans le monde et on n'est même pas au courant. Oula, le bunker. Ah bah ça rappelle la maison ça. C'est le même. Si je puis me permettre, il me semble que tes murs sont un peu moins épais, non? Franchement je te jure je suis pas sûr.
Ah ouais? Ah non, mais vraiment pareil. En fait, c'est le même type de bunker. Hein. C'est des bunkers qui sont faits pour résister aux missiles. Et celui-là particulièrement aux bombes nucléaires. C'est rare de les voir sur la tranche en fait. Ouais. Nous on en a plein mais ils sont quasiment entiers. Mais il a pas bien marché lui. Ça va bien marcher. Il faut changer de béton, il faut changer les matériaux. Il y avait un espace en fait pour les grosses portes mécaniques là qui s'ouvrent sur le côté. Je vous dis là, on est au milieu de nulle part, au milieu du Kazakhstan, il y avait tout ça, c'est fou. On est vraiment dans les films de science-fiction en fait, c'est la réalité. À cette époque-là, vraiment au tout début, avant la conquête spatiale, l'arrivée des bombes atomiques, c'était un secret total. Même les Kazakhs présents dans ces territoires n'étaient pas au courant que ce bunker et tout le reste existait. Il y a dû quand même y avoir des sacrées histoires pour garder un aussi gros secret aussi longtemps. Oh, il est immense! Ah oui, tout le métal qui est à l'intérieur, c'est dingue. Là, on voit vraiment les grosses turbines, on en a partout. C'est vraiment costaud. Alors, mon bunker à côté, il est tout petit. Hein. To test the strength of the bunker, detonation of a nuclear device took place here, just 8 meters under the bunker. Donc là, on est littéralement en train de marcher sur les restes d'une explosion atomique. J'ai du mal à croire qu'il y a eu ça qui a pété à seulement 8 mètres. Il est vachement bien, faut investir là-dedans, il est quand même efficace. Hein. T'imagines l'onde de choc qui passe là-dedans quand ça... À savoir qu'ici, donc, c'est une bombe atomique qui a explosé et le bunker a complètement résisté. Mais là où on va plus tard, le lac, le fameux lac de Chagan, le lac atomique, en fait c'est une bombe à hydrogène qui est bien plus puissante et vous verrez qu'il a fait un trou immense. C'est complètement zinzin. Ça va être quelque chose de fou. Ah ouais. Là, il reste vraiment plus grand chose dans le bunker. C'est à l'ancienne, hein. Ah, il y a une petite porte là-bas. Oh, l'ambiance que ça devait être. On va aller voir, hein. Ah, ça me rappelle vraiment. Moi, c'était comme ça. Ah, il y a que ça. C'est petit, hein. Oh, petit bunker. Il n'y a vraiment plus rien. De toute façon, tout a été démantelé. Et toutes les parties souterraines, forcément, sont condamnées. Mais c'est quand même dingue. Là, vraiment, on était sous terre quand même un petit peu. Et les gens se doutaient même pas qu'il y avait plein de scientifiques, plein de gens qui travaillaient ici. Ça me rend complètement dingue. Tout ici a été conçu pour la destruction. Mais autour, la nature a repris sa place. À quelques kilomètres, on retrouve un aérodrome entier, dédié à un seul scénario, la guerre nucléaire en Europe. Tout était prêt. Les pistes, les hangars, le carburant, les procédures. Derrière moi, les hangars qui servaient de dépôt de munitions, des missiles, des bombes atomiques ou encore biologiques. Ouais, de quoi répandre la terreur sur le monde. On a une piste qui s'étend sur plus de 4 km. C'est vraiment incroyable de se dire que tout ça était top secret, caché aux yeux du monde et que très peu de gens étaient au courant. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible avec les satellites et les photos depuis le ciel. Mais le secret a duré quand même très longtemps. C'est d'ici qu'étaient censés partir les bombardiers, notamment en direction de l'Europe, pour larguer des bombes, plus précisément des bombes nucléaires. Un seul de ces silos remplis de kérosène pouvait permettre plus de 40 vols. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. On est sur une échelle vraiment démentielle. J'ose même pas imaginer les dégâts si ça avait vraiment servi. Et forcément, plus loin, derrière moi, la ville de Chagan. Une ville qui aujourd'hui est complètement abandonnée, remplie de radiation. C'est là-bas que vivaient tous les militaires, tous les scientifiques qui travaillaient dans les projets nucléaires. C'est une zone qui a connu quand même énormément d'histoires secrètes. On va voir tout ça. Je peux vous dire que c'est que le début. Ici, on est dans un ancien bâtiment, l'Academic Training, donc vraiment pour l'entraînement des militaires de première classe. C'est dingue de voir ça, j'essaie d'imaginer vraiment comment c'était il y a plus de 50 ans.
Je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que ça fout là? Ils avaient l'air de bien s'amuser quand même à l'époque. Il est Loubouta Kazakh. Ça a l'air assez récent quand même, ou ça date? Comment ça a pu se retrouver là? Moi je vois qu'une hypothèse, mais je... Quoi? Bah, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu avec ça au pied. Mais ça veut dire qu'elle est repartie sans les chaussures au pied. Il y a un mystère. Bizarre. Et oui, forcément. Mon pote. Donc c'est normal, hein, parce que là aussi, dans ces lieux, il y a énormément de pillards. Tout a été récupéré. Imaginez-vous, tout abandonné du jour au lendemain. Il restait énormément de matériaux précieux, des métaux. Donc tous les locaux qui travaillaient dans ce domaine, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, sur les projets nucléaires, l'aérodrome, les trains, les infrastructures, du jour au lendemain, n'ont plus de travail. Donc il y a eu une grosse période difficile pour eux, une crise. La moindre chose pouvait servir. В 1996 году, опять же, здесь кризис был, развал был же Союза. Конечно, тогда кризис был и продовольственный, работы не было, а работали даже в то время. Денег не было у работодателей. Иногда рассчитывались продуктами, мукой, рожкой, все это. Тяжелое время было. Je viens d'arriver dans les ruines de la ville de Chagan. C'est incroyable, on a vraiment l'impression qu'une explosion nucléaire a tout soufflé. Il reste plus grand chose. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plus de 12 000 habitants ici. Du jour au lendemain, ils sont tous partis. Il y avait sans doute aussi un peu de radiation. Normalement aujourd'hui, ça devrait aller. Waouh! Ce qui est vraiment impressionnant, c'est le travail perfectionniste des pillards, parce que vraiment on dirait que les bâtiments, ils sont quasiment neufs, comme si c'était pas encore fini de construire. C'est vraiment des professionnels, hein. Pour le coup, c'est un très gros marché et ça rapporte beaucoup d'argent ici. Il y a beaucoup de métaux, des matériaux précieux, à tel point qu'ils ont de la machinerie, des gros camions, des pelleteuses. On en a même croisé pas loin, donc pour le coup, on peut pas du tout les filmer et vaut mieux pas les croiser, hein, parce que c'est vraiment illégal et caché. Donc on va se faire petit et on va explorer cette petite ville tranquillement. Ils viennent chercher ça maintenant, il reste plus que ça. Ouais, Je peux le prendre au souvenir, ça. Ouais. Pas convaincu. Non, pas convaincu par le souvenir. C'est toujours impressionnant de visiter ce genre de lieu, ça me rappelle Vorkuta en Russie. D'ailleurs, on est vraiment pas loin de la frontière actuellement et ça nous donne une image quand même assez particulière avec le climat actuel tout autour du monde, toutes les guerres qui frappent. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les vestiges du passé et de la fameuse guerre froide quand on était au plus proche de la guerre nucléaire. Alors aujourd'hui, tout est abandonné, fantôme, mais ça n'empêche que les problèmes sont toujours là. Et visiblement, c'est une page qui a été tournée, mais l'histoire n'est pas encore finie. Tu feras gaffe, faut pas trop toucher, pas trop faire bouger des poussières et tout, tu sais jamais. C'est bien, c'est rassurant. Aujourd'hui, normalement, c'est bon, mais... On n'a pas sorti le compteur GG, on sait pas. Non. T'es rassuré? Ouais, je suis vraiment super rassuré, content d'être là, mon gars. Est-ce qu'on dirait pas explorer là-dedans? On peut, là. Ouais. Allez, go. Waouh! Et bah c'est bien, l'escalier est plus là. Ça va être compliqué de monter, là. Moi je trouve que tes pillards, ils enlèvent beaucoup de morceaux. Putain, la vache. Je m'y connais pas beaucoup, mais il me semble que ça, c'est de la laine de verre, il y a de l'amiante là-dedans, là. Je pense pas que ça a été désamianté, cette histoire. Si je peux pas mettre l'amiante, c'est pas... C'est le cadet de nos soucis, c'est ça. Moi, franchement, à ce niveau, je pense que l'amiante, je prends. Oh, waouh! Ok, là, on est vraiment dans les souterrains. Ah, il n'y a plus grand-chose, hein. Donc, on est ici, dans les anciens appartements des militaires. Donc, ils étaient sous contrat, rémunérés par l'Union soviétique. Les loyers étaient offerts. Bien évidemment, il fallait signer un petit contrat, ce qu'on appelle les fameux NDA, pour que tout ça se fasse dans le plus grand des secrets. C'était donc impossible pour eux d'en parler à qui que ce soit, même à la famille. Мы все работали там, в степи. Вот объекты, все объекты были в степи. И мы подписывали ранее разглашение и работали. Но после жить-то надо было. Зарплаты там неплохие были. Я ничего не говорил. Voir hein, des vieux trucs là, je sais pas de quand ça date ça. J'espère qu'il n'y a pas de radiation. Ça a pas l'air si vieux. Bon, je vais éviter de toucher des trucs,
C'est pas la meilleure des idées là que j'ai vues. Je vais pas rester longtemps là, je sens qu'il y a vraiment de la laine de verre, etc. Je suis pas hyper fan des odeurs. On va aller dehors. Vraiment faire gaffe. Touche pas les murs, hein. Alors, je t'emmène chez Mémé, t'es prêt? Ouais. Oh waouh. Oh le papier peint irradié. Alors ne touche pas à ça. Là, je pense que je perds ma main. Bah ça c'est vraiment papier peint d'origine donc. C'est incroyable hein, d'imaginer la vie à cette époque-là. À mon avis, ça c'est le salon. T'as les chambres un peu à côté. C'était pas énorme. Hein. Oh, les balcons, waouh! Ouais, les balcons, faut faire gaffe. Hein. Pas un son quoi. J'entends juste au loin un truc, c'est. Ouais, c'est vrai qu'il y a un calme étrange. Les murmures de Chagall. Très bon nom de film ça. Ça y est, on y est presque. À l'horizon, on voit une forme étrange qui se dessine dans les steppes. Des collines en apparence ordinaires, mais qui ne sont pas naturelles. Aucune montagne n'existe ici par hasard. Ce relief a été créé en une fraction de seconde, et ça par une explosion nucléaire. Au centre de ce cratère se trouve le lac Chagall, un lac né d'une explosion atomique. Il est plus connu aujourd'hui sous un autre nom, le lac atomique. The mountains in front of us, they used to be the plain steppe till the January of 1965 when it was decided to blast a hydrogen bomb. A device was put on the underground in the depth of 178 meters, and when it got blasted, it has removed 11 million square meters of soil. The dust was standing here in the air for 50 days. À partir de maintenant, les radiations vont vraiment augmenter. Donc là, on va s'arrêter et on va mettre nos tenues. On a un masque, tenue de protection. Et surtout, le temps, à partir de maintenant, est limité. Tout simplement parce que ce serait trop dangereux, même de rester ne serait-ce que quelques heures. Donc on va faire le maximum pour se dépêcher. L'objectif, ça va être de mettre une combinaison et de mettre un masque. Ça va être compliqué aussi pour nous sur place parce qu'on peut pas garder de matériel, on peut rien poser au sol, on pourra rien changer. Bon, je vais la faire courte et je vais vite aller mettre ma tenue moi parce que quand même. Ça va nous sauver la vie. Regardez, on a la petite plaquette, on a un filtre ici, un à l'intérieur. Hop. Et là, j'ai mon petit masque. Il fait tellement froid là. Je sais pas, il fait peut-être entre 0 et 5 degrés. Moins. Il fait moins. Je pense qu'il fait moins 2 là, mais c'est cru en fait. Là, je fais le plan, mais là, même. je commence à... Donc là, techniquement, il faut vraiment pas avoir de poussière sur le corps, donc on va mettre toute une tenue sur l'ensemble du corps, plus le masque, et il faudra vraiment avoir aucun contact avec la poussière, le sol, les cailloux, rien. Même la caméra, le drone, enfin, ça va être compliqué. Oh bah les gants, ils me sauvent la vie. Mec. Bah ouais. Toi, t'es gelé. Toi. Ouais. J'ai pas chaud, je t'avoue. Non, j'ai froid aux mains en fait. Et voilà ma belle tenue. Mais moi, je rentre pas là-dedans avec mon manteau et tout. Je suis censé être rassuré là du coup. C'est ça comme ça qu'on me protège avec du scotch et des. Ah bah oui là je sens que c'est. Je suis safe, y'a aucun souci. Заебись. C'est validé, hein, attention. J'ai un trou mec, je l'ai entendu, il est pas beau. My arm is too big. Ah. Ça va encore finir en scotch cette histoire. Bon, la tenue est bonne. À partir de maintenant, on se rapproche du lac atomique. C'est parti. You exit the car only once, you don't return here. Okay. Because the dust here is radioactive. We'll see the car on the next side. Ok. C'est parti, direction le lac atomique.
premier abord comme ça, c'est vraiment magnifique. Mais là, on se doute pas du tout du danger que ça représente. C'est vraiment une ambiance particulière. On est au-dessus du lac, hein, on est aux abords et on a déjà un taux de radiation plus de 10 fois supérieur à la normale. Et pourtant, on se rappelle, hein, ce lac a été formé avec une explosion nucléaire souterraine, vraiment sous terre, qui a largement réduit les taux de radiation. Et pourtant, c'était il y a 60 ans. Ce cratère est le résultat d'une explosion nucléaire déclenchée à plus de 180 mètres sous terre. Toute cette énergie a été volontairement enfermée sous la surface. Parce que si cette bombe avait explosé à l'air libre, les conséquences auraient été incomparablement plus destructrices. Ici, le sol a absorbé l'impact. Ailleurs, une ville entière aurait pu disparaître. C'est dur de comprendre que ça, c'est genre une bombe qui peut créer un truc aussi immense. Je trouve que c'est dur de faire. C'était une explosion souterraine. Hein. C'est important de rappeler que cette bombe était 10 fois plus puissante que celle qui a explosé à Hiroshima. Ce lac, il a vraiment été imaginé pour un projet de génie civil, créer un lac artificiel irrigué toute la campagne aux alentours. C'était aussi dans le but de rentabiliser un petit peu les recherches sur le nucléaire, puisqu'en l'état, ça coûtait quand même très cher. Il y a eu pas mal de projets un peu similaires pour voir à quoi pouvaient servir les bombes nucléaires dans une approche plutôt pacifique pour démocratiser certaines industries, augmenter la productivité de l'agriculture. Bon, on se rend bien compte ici, ça n'a pas du tout marché, les conséquences ont été terribles, et ça pendant de très longues années encore. Bah alors, comment tu te sens? Franchement, c'est mystique. Un peu terrifiant aussi si tu penses à d'où ça, enfin, à l'origine de l'endroit. Mais ouais. Et j'ai l'impression qu'on, je sais pas, moi j'ai souvent ça dans les endroits où on va, des fois qui sont un petit peu rares et uniques. Il n'y a pas grand monde qui va là, tu vois, donc je me sens aussi chanceux de témoin de ça en vrai, quoi. Je fais des gouttes, je vois des gouttes qui tombent de mon... Là, je suis au sommet du cratère, c'est vraiment immense quand même. Regardez, je sais pas si on se rend bien compte, on a l'impression en fait que c'est un volcan, littéralement. Franchement, sincèrement, c'est terrifiant. J'ose même pas imaginer la détonation. Pour comprendre l'ampleur du cratère, on va prendre un peu de hauteur. À cette distance, le niveau de radiation dans l'air reste gérable. Le vrai danger n'est pas autour de nous. Il est au sol, dans la poussière. Parce qu'elle contient encore des particules radioactives hautement dangereuses. Si elle est inhalée ou avalée, elle peut rester piégée dans le corps et continuer à émettre de la radiation de l'intérieur. C'est une irradiation continue, et ça, c'est très dangereux. Avec le temps, ça peut endommager les cellules, augmenter les risques de cancer, perturber l'ADN et parfois même transmettre des mutations aux générations suivantes. Elle reste avec vous, c'est pour ça qu'on ne doit rien toucher par terre. Regardez comme c'est immense, on est tout petit. Ouais, c'est vraiment malade. En plus, on est en plein brouillard. Là, c'est vraiment flippant. Oh waouh. Oh waouh. C'est pas vrai. Ah ouais? C'est pas vrai. There is a well which was done for engineering. Probably for putting the detonation device or taking the measurements, etc. Là, il y a carrément des pigeons dans le trou qui devaient servir d'échelle ou un ascenseur mécanique. Et en fait, ça s'est transformé en pigeonnier. Donc là, clairement, les pigeons sont radioactifs. En tout cas, leurs os sont radioactifs. Ok. Ouais, c'est profond de ouf. Il y a un Yardel qui me sécurise, il peut rien m'arriver.
Bon, on peut voir que l'écosystème s'est quand même rétabli, bien qu'il est très limité, même si pendant un long moment, surtout après l'explosion, il y avait littéralement plus rien. On peut apercevoir quelques fleurs, les oiseaux. Ça n'empêche que pour l'homme, c'est toujours pas vivable. Je viens de tomber sur un champignon. De combien tu manges le champignon? De combien? Ouais. 14. Bah non, c'est 10 maths. Ah putain, bâtard. Bon, allez, 10. 1, 2, 3, 6. Reverse, en 5 du coup. 1, 2, 3, 2. Pas de contenu. Et on pourra dire qu'on est les premiers à avoir fait un haut de combien sur un champignon atomique. Ça, c'est pas mal. Ok, donc là, je vais me déshabiller, mais il faut vraiment que je fasse gaffe à rien toucher. Surtout, j'ai envie là de me toucher le visage. Il est plein de buée, regarde. La concentration là-dedans. Ouais, c'est pas des lol. Hein. Hop, les petits gants à la poubelle. En plus, pour le coup, à un moment, j'ai touché un peu le sol. Je sais pas si c'est assez, mais visiblement, il faut qu'on se rince avec un petit peu d'eau sur le visage, sur les mains. Je sais pas si c'est réglementaire, ça, en France. Non. Voilà, t'as plus de radiation, c'est bon. Je bip plus au GG. Putain, mec, c'est ouf. C'est bon, je suis pur. C'est bon. Nickel, c'est bon. Bon, on va pas traîner. C'est parti. Après le lac atomique, il fallait voir ce que le nucléaire laisse vraiment derrière lui. Thank you. Waouh. C'est un festin. Окей. Il y a beaucoup. Ой, какой рыжий, а? Ты прям как мой Васька. Your red hat, just as my cat. Red hat. Il y a un chat là-haut, au-dessus du meuble. Ah oui. Je suis roux comme son chat. Do you see? It's my brother. Yeah. Carrie Beck est née ici. Avant sa naissance, sa mère se trouvait à l'extérieur quand le ciel s'est illuminé. Un éclair aveuglant. Ensuite, une pluie noire est retombée. Dans sa famille, 4 enfants sont nés après cet événement. Un seul est né sans séquelles. Carrie Beck, lui, est né sans bras. Aujourd'hui, il peint avec sa bouche. Il peint ce que les explosions ont laissé dans les mémoires. Oh wow. Wow. It's all from you. Yes, this is my little gallery. Wow. C'est incroyable, franchement, le détail des peintures, les couleurs. Alors, je suis pas un grand peintre, je suis pas un grand dessinateur. Donc, au-delà de la qualité visuelle, il y a aussi tout le sens de ces peintures. C'est vraiment incroyable. On est quand même sur quelque chose d'unique et de magnifique. Alors, c'est chouette parce qu'il y a vraiment des toiles qui sont concentrées sur les bombes nucléaires, sur ses conséquences, mais on a aussi les beaux paysages du Kazakhstan. Et c'est vraiment très joli. Il y a un gros travail aussi sur la lumière. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je vais pas vous mentir, je risque de lui acheter une petite toile. Вдалеке увидела вот эту вот яркую вспышку, и вдалеке увидела вот этот ядерный клип. Вот. И потом вдруг внезапно стало темно, и после этого почему-то, она говорит, пошел какой-то странный черный дождь. И по радио, да, говорили, что вот, что выброс наружу радиации не замечен. Моя мама умерла от рака желудка. И в то время не ставили диагнозов врачам. Я говорю, что те ученые, профессора, которые хотели что-то об этом сказать, их сразу прятали в тюрьмы и закрывали. Вот такие карлаги, гулаги. Сразу за это могли расстрелять, как сказать, о неразглашении. Они подписывали документ, что они в течение 50 лет не будут рассказывать об этом. И заставляли подписывать этот документ. Они уже сами испугались и за свою судьбу, за свою судьбу своих детей. Потому что думали, что это малонаселенная степь, вот, поэтому и решили создавать в Казахстане. Взять бы тех людей, которые жили и работали около Семипалатинского полигона, это те же, как подопытные кролики. В мединституте есть музей, и в этом музее стоят стеклянные колбы. В этих стеклянных колбах находятся заспиртованные эмбрионы детей, родившихся страшных, с 2 головами, с 1 глазом.
Я стоял между вот у этих стеклянных колб. Я смотрел на эти страшные эмбрионы, на этих уродов, что я мог бы быть одним из них. Вот эти ядерные войны ведут главы государств. Потому что Франция должна говорить. У вас во Франции столько энергии, вы тратите энергию не туда. Вы там дошли до такой степени. Лучше бы вы эти энергии, эти свои законы вы тратили бы на борьбу с ядерным оружием. Что уже идут прямые угрозы ядерного оружия. Что эта планка уже до такой степени нагрелась, что уже скоро мы не знаем, чего ожидать уже. Потому что каждая моя работа – это как бы мой крик души, наверное. Моя дальнейшая жизнь – это борьба с ядерным оружием. Моя мечта – стать одним из последних жертв в истории ядерных испытаний. Cette interview m'a vraiment marqué et j'ai décidé d'acheter 2 toiles. Des peintures qui symbolisent parfaitement le passé tragique du Kazakhstan et de Karib Bek, notamment ici, avec une mère et son enfant dans les bras face aux champignons atomiques, ou encore avec la main du soldat vers le ciel. À travers son art, Karib Bek transforme une tragédie personnelle en message universel. Le devoir de mémoire reste essentiel pour les habitants de ce pays. Se souvenir, ce n'est pas seulement honorer le passé, c'est comprendre ce qu'il a coûté pour ne plus jamais répéter les mêmes erreurs. Oh waouh! Alors pour montrer l'impact de cette période sur le pays, ici à Semey, on peut observer le monument aux morts. Alors il y a plusieurs façons de l'appeler. Les locaux ont plutôt tendance à dire plus fort que la mort. Il est vraiment immense. Donc on peut voir une arche de béton qui forme le champignon atomique, l'éclair, un peu l'atome au milieu, et tout en bas, une femme qui protège son enfant. Il est souvent décrit comme l'un des monuments les plus marquants de la lutte contre les armes nucléaires. Alors en plus d'être un hommage à l'ensemble des victimes, c'est aussi un symbole pour la paix. C'est vraiment un très beau monument, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est imposant. Il est quand même costaud. Alors un petit détail assez insolite ici, les mariés à Semey ont pris pour coutume de toujours passer sur le monument. Donc pendant le mariage, la photo se fait ici. Tout un symbole. C'est à la fois un hommage aux victimes, un engagement envers la paix, un rituel de mémoire collective, l'amour face à la douleur. Moi je trouve ça très très cool. C'est un sujet qui a pris beaucoup d'importance dans la culture des Kazakhs, puisque c'est quand même un des premiers pays à avoir renoncé aux armes nucléaires, alors qu'ils étaient lourdement équipés à la chute de l'Union soviétique. Un geste très fort et puissant pour l'époque qui, encore aujourd'hui, est très peu réalisé par les nations du monde entier. Вы молодцы, что приехали с Франции. Вы откуда? С Франции, с самого Франции? Хотите познакомить своих французов? Очень, я думаю, прекрасно. Спасибо. Удачи вам всегда, везения, ну и здоровья. Самое ценное. Приезжайте. У нас Казахстан прекрасен. Спасибо. Je suis venu explorer un lieu interdit. Mais je repars avec une histoire que le monde ne doit plus ignorer. Pendant 40 ans ici, on a testé la fin du monde. Le Kazakhstan s'est retrouvé avec le 4e arsenal nucléaire mondial, pour au final y renoncer. Tout a été supprimé. Le polygone, c'est plus qu'un lieu oublié. Pendant des décennies, cette région a été sacrifiée au nom de la puissance, du secret et de la peur. Des vies détruites sur des générations, des terres sacrifiées, des conséquences que l'homme ne peut pas éviter. Aujourd'hui, l'ombre du nucléaire plane encore partout autour du globe. Les accords qui limitaient les arsenaux s'effritent, les grandes puissances réévaluent leurs stratégies, des programmes nucléaires émergents font craindre une nouvelle course aux armes. Ce n'est plus seulement l'histoire du Kazakhstan, c'est notre histoire collective. Regarder en face le passé, c'est aussi comprendre que le futur ne dépend peut-être pas de la puissance des armes, mais bel et bien de notre capacité à nous souvenir, tous ensemble.